En 2007, un téléphone sur 5 vendu sur Terre était un Nokia. L'entreprise finlandaise pesait plus que le PIB de certains pays, employait plus de 130 000 personnes et ses dirigeants étaient considérés comme les plus brillants stratèges de l'industrie tech. 5 ans plus tard, en 2013, Nokia vendait sa division mobile à Microsoft pour une poignée de milliards, une fraction de ce qu'elle valait à son sommet. Et si je te dis que la cause principale de cet effondrement n'est ni la concurrence, ni le manque de moyens, ni même le manque de talent en interne, mais un mécanisme psychologique que toi, moi et absolument tout le monde utilisons chaque semaine sans nous en rendre compte, tu me crois ? Tu as sûrement déjà vu des vidéos qui racontent la chute de Nokia en s'attardant sur l'iPhone, sur Steve Jobs, sur la fameuse keynote de 2007. Pas celle-ci. Ici, on ne va pas parler du génie d'Apple. On va parler de ce qui se passait dans la tête des dirigeants de Nokia pendant qu'ils regardaient, en direct, leur monde s'effondrer sans réussir à réagir. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton propre cerveau, à ton échelle, dans ton travail ou dans tes finances personnelles, est capable exactement du même aveuglement. Revenons un peu en arrière. Dans les années 90, Nokia est une success story absolue. L'entreprise, qui fabriquait auparavant du papier et des bottes en caoutchouc, devient en quelques années le leader mondial incontesté de la téléphonie mobile. Son système d'exploitation, Symbian, équipe la quasi-totalité de ses appareils et cette domination dure près de 15 ans. Nokia invente littéralement les codes du téléphone portable grand public, la robustesse, l'autonomie, l'ergonomie des touches. Et voilà déjà notre premier ingrédient psychologique. Quand un succès dure aussi longtemps, le cerveau humain ne le perçoit plus comme un résultat, il le perçoit comme un état permanent. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la permanence du succès. Après 15 ans de domination écrasante, personne chez Nokia ne se pose sérieusement la question suivante. Et si tout changeait demain matin, pourquoi cette question ne se pose-t-elle presque jamais dans une entreprise qui gagne ? Parce que le cerveau humain, individuel ou collectif, ne cherche pas naturellement les preuves qui contredisent ce qu'il croit déjà. Il cherche les preuves qui le confirment. C'est le biais de confirmation et c'est exactement ce qui va commencer à ronger Nokia de l'intérieur au moment où tout bascule. En janvier 2007, Steve Jobs présente l'iPhone. Un écran tactile capacitif, pas de clavier physique, une interface entièrement repensée. À l'intérieur de Nokia, la réaction dominante n'est pas la panique, c'est le scepticisme poli. Les ingénieurs et les dirigeants regardent cet objet et se disent, en substance, que c'est un gadget élégant mais peu pratique, que la batterie ne tiendra pas, que le clavier tactile sera moins précis pour écrire un texto que les touches physiques, que le grand public préfère la fiabilité à la nouveauté. Et sur le papier, à court terme, une partie de ces critiques n'était même pas complètement fausse. Le problème, ce n'est pas que ces objections étaient de stupides, le problème, c'est qu'elles arrangeaient tout le monde, elles confirmaient ce que l'entreprise avait envie d'entendre. Que son modèle restait le bon. C'est ça, le biais de confirmation appliqué à l'échelle d'une organisation entière. Face à une information qui menace ce en quoi on croit déjà, on ne l'analyse pas objectivement, on cherche activement les raisons de la balayer. Et plus on a réussi dans le passé, plus ce réflexe est puissant parce qu'il est renforcé par un autre mécanisme, cousin du premier, le biais de surconfiance. 15 ans de domination du marché, ça construit une conviction profonde et rassurante, presque identitaire. Nous savons mieux que quiconque ce que veut le consommateur, parce que l'histoire nous a donné raison jusqu'ici. Sauf que l'histoire donne toujours raison, jusqu'au jour où elle donne tort, brutalement. Mais voilà la partie que presque aucune vidéo sur Nokia n'explique en détail, et c'est peut-être la plus importante pour toi aujourd'hui, même si tu n'as jamais dirigé une multinationale. Ce n'est pas seulement que Nokia n'a pas vu venir le smartphone tactile. C'est qu'elle avait, en interne, des ingénieurs qui travaillaient sur des prototypes tactiles avant même l'iPhone. L'entreprise possédait la technologie. Le vrai problème n'était donc pas un problème d'innovation, c'était un problème de décision, et plus précisément, un problème d'engagement. Nokia avait investi des années et des sommes colossales dans Symbian, dans son architecture, dans les compétences de milliers d'ingénieurs formés spécifiquement dessus. Abandonner Symbian pour repartir sur un système entièrement neuf, c'était reconnaître que des années d'investissement massif avaient été construites sur une base qui devenait obsolète. Et ça, psychologiquement, c'est une des choses les plus difficiles à faire pour un cerveau humain, qu'il soit seul dans son salon ou assis dans un conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Plus tu as investi de temps, d'argent ou d'énergie dans une direction, plus il devient difficile émotionnellement d'en changer, même quand toutes les preuves rationnelles indiquent que c'est la bonne chose à faire. Ton cerveau ne raisonne pas en te demandant « quelle est la meilleure décision à partir de maintenant ?» Il raisonne en te demandant « comment je peux éviter d'avoir l'impression d'avoir perdu ce que j'ai déjà investi ?» Et ce sont deux questions radicalement différentes.
Nokia a donc continué à faire évoluer Symbian patch après patch, version après version, au lieu de le remplacer pendant que Google lançait Android et qu'Apple perfectionnait iOS. Chaque trimestre où les ventes tenaient encore à peu près la route servait de nouvelles preuves mal interprétées que la stratégie restait viable. C'est le biais de confirmation qui revient, mais nourri cette fois par l'escalade d'engagement. On ne voulait pas seulement croire qu'on avait raison, on avait désormais besoin de le croire, pour ne pas avoir à affronter le coût émotionnel d'admettre l'erreur plus tôt. Et si cette mécanique te parle, si tu vois déjà en quoi ce réflexe pourrait aussi être le tien, dans un job que tu gardes depuis trop longtemps par peur de perdre ce que tu y as investi, dans un investissement financier que tu refuses de vendre à perte simplement parce que tu y as déjà mis de l'argent, dans une habitude de dépense que tu justifies parce que tu la tiens depuis des années, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Ce qui rend l'histoire de Nokia encore plus frappante, c'est qu'une étude menée par des chercheurs en management a documenté, dans les années qui ont suivi, ce qu'on a appelé le Nokia Fear Factor, une culture interne où les ingénieurs qui remontaient des signaux d'alerte préféraient parfois se taire plutôt que de contredire la direction par crainte que ces mauvaises nouvelles ne soient mal reçues. Le biais de confirmation d'une organisation entière se nourrit ainsi d'un silence collectif, où chacun individuellement peut voir le problème, mais où personne n'a intérêt socialement à être celui qui le dit tout haut. En 2011, sous la direction de Stephen Elop, Nokia a fini par tenter un virage radical vers Windows Phone, abandonnant enfin Symbian, mais ce virage arrivait des années trop tard, avec un écosystème d'applications déjà totalement dominé par Apple et Google. En 2013, Microsoft rachetait la division mobile de Nokia. Le géant, qui avait défini ce qu'était un téléphone portable pendant 15 ans, disparaissait du paysage en 5 ans à peine. Alors qu'est-ce que ça change pour toi, concrètement, aujourd'hui ? Ce n'est pas une leçon réservée aux grandes entreprises. Chaque fois que tu refuses de reconsidérer une décision financière ou professionnelle uniquement parce que tu y as déjà consacré du temps ou de l'argent, tu es en train de faire exactement ce que Nokia a fait à une échelle différente. La question qui protège vraiment de ce piège n'est jamais « qu'est-ce que j'ai déjà investi ici ?» C'est toujours « si je découvrais cette situation aujourd'hui, pour la première fois, est-ce que je referais ce choix ?» Cette simple reformulation suffit souvent à débloquer une décision qu'on repousse depuis des mois. La plupart des gens vont retenir l'anecdote du téléphone qui a raté l'iPhone et l'oublier demain. Mais si cette histoire vient de changer, même un peu, la façon dont tu regardes une décision que tu évites de prendre en ce moment, un like ne coûte rien et ça compte vraiment.